Bienvenue dans Évaluons pour évoluer ensemble, une série de podcasts qui vous propose de repenser l'évaluation des actions associatives. Les 10 épisodes vous plongeront dans une expérience originale. À la demande du Fonds de coopération de la jeunesse et de l'éducation populaire, des chercheurs, des associations de jeunesse et d'éducation populaire et des financeurs ont travaillé ensemble pour répondre à une question centrale: comment co-construire l'évaluation des actions associatives ? À chaque épisode, ils partagent avec vous les réflexions et découvertes qui ont émaillé cette aventure commune. Une véritable source d'apprentissage et d'inspiration pour accompagner la valorisation des actions associatives. Avec la participation de Patrick Chenu, président du FONJEP, Augustin Vicard, directeur de l'INJEP, Dominique Garret, vice-président du conseil associatif du FONJEP, Sandro De Gasparo, intervenant chercheur du laboratoire Athémis. Conception et animation, Pascal Desclos, agence Valoremis. Voix off féminine, Nouria Dutoit-Messaoudi. Musique, prise de son, montage, réalisation, Ulysse Darmon. Une production FONJEP. Épisode 1, l'évaluation des actions associatives. C'est quoi le problème ? La question d'évaluation, je pense qu'elle a toujours traversé de fait le monde associatif et l'éducation populaire en particulier. Sans doute pour deux raisons. Patrick Chenu, président du FONJEP. D'un côté, ce qu'on sent finalement de plus en plus prégnant, c'est une forme d'injonction à l'évaluation, mais une injonction qui vient du fait qu'au final, on somme souvent les acteurs de l'éducation populaire finalement de justifier leur légitimité et leur existence. Et de l'autre, peut-être de manière plus sur le fond et de manière plus ancienne, l'éducation populaire, c'est quand même une éducation qui relève du politique, avec un grand P. Et donc, un attachement, sans doute, des acteurs de l'éducation populaire à pouvoir remettre le projet et les actions, finalement, en délibération, de pouvoir les remettre en discussion dans les espaces démocratiques, dans les espaces institutionnels des associations de jeunesse et d'éducation populaire. Et donc, c'est peut-être le croisement, finalement, de ces deux choses, mais la première devenant peut-être beaucoup plus pressante dans cette époque de raréfaction des moyens publics, qui fait qu'à un moment, on s'est interrogé sur les enjeux de l'évaluation dans le champ de la jeunesse et l'éducation populaire, qui est bien évidemment le domaine particulier d'intervention du FONJEP. À l'origine du dispositif JEP-EVAL, des travaux de recherche ont été menés sur les modèles socio-économiques des associations de jeunesse et d'éducation populaire. Moi, j'ai pris la présidence du FONJEP à la fin de l'année 2020 et le FONJEP, donc le Fonds de coopération de la jeunesse et l'éducation populaire, était engagé dans le cadre de son projet associatif, c'est-à-dire qu'au-delà de verser finalement des moyens publics à des associations et notamment des associations de jeunesse et d'éducation populaire, le FONJEP a aussi un projet associatif propre. Et depuis 2017, il s'intéressait aux questions liées au modèle socio-économique des associations. Or, il se trouve qu'à cette époque, les modèles socio-économiques des associations étaient assez mal décrits, notamment des descriptions qui souvent puisaient plutôt dans l'entreprise privée marchande et qui étaient assez peu adaptées au monde associatif, en ne tenant pas compte des questions de bénévolat ou des enjeux de coopération qui, au-delà des leviers financiers, sont les caractéristiques des modèles socio-économiques associatifs. Et donc, on a travaillé aujourd'hui, ça fait plus de 7 ans qu'on a travaillé sur les modèles socio-économiques associatifs, mais lorsque ma prédécesseur a lancé cette dynamique-là au niveau du FONJEP, nous avons mobilisé des chercheurs et des équipes d'acteurs associatifs sur différents territoires pour interroger et je dirais contribuer à créer ce qui aujourd'hui peut être considéré comme une typologie finalement des modèles socio-économiques associatifs avec ces différentes équipes, en s'intéressant là à des logiques territoriales, là à des enjeux de tête de réseau, etc. À la restitution des travaux sur les modèles socio-économiques. Il y a une des équipes qui m'est particulièrement marquée, c'était les travaux menés par le laboratoire Athémis, qui portaient sur la question d'un regard sur l'économie associative à travers l'économie de la coopération de la fonctionnalité, qui est un peu la singularité d'approche de ce laboratoire d'intervention, ce ne sont pas simplement des chercheurs, et qui notamment mettait en lumière la difficulté qu'ont les acteurs associatifs à donner à voir la réalité de la valeur produite.
la réalité de la valeur générée par les actions des associations de jeunesse et d'éducation populaire. Et que trop souvent, dans le monde qui est le nôtre, la question de l'évaluation et de ce on se contente finalement de regarder dans l'action d'une association, c'est quasiment une mesure de conformité par rapport aux attendus qui pouvaient être ceux de l'appel à projet, de la convention ou du marché public qui finançait l'association pour son action, en ignorant tout ce qui pouvait se produire, je dirais, à la périphérie de cette action directe. Et tout ce qui pouvait être les effets, le plus souvent, parfois plus intéressants que les effets attendus. Je pense notamment à la capacité à démultiplier des mobilisations sur un territoire, à générer du bénévolat, à ouvrir de nouvelles coopérations, à fabriquer finalement des dynamiques territoriales qui n'auraient pas eu lieu sans l'action considérée. Quand on ne peut dissocier la question du modèle socio-économique de celle de l'évaluation. Et c'est vrai que moi, ça m'avait entre guillemets, profondément interpellé, parce que finalement, on voyait bien que c'est très difficile de dissocier la question des modèles socio-économiques de celle de l'évaluation, parce que l'évaluation, bien évidemment, conditionne l'accès à des moyens, qu'ils soient privés ou qu'ils soient publics. Et ça nous a donné l'idée de s'intéresser à la question de l'évaluation au sein de l'écosystème des associations de jeunesse et d'éducation populaire, c'est-à-dire les associations et leurs partenaires, publics et privés, mais en utilisant la spécificité du périmètre du FONJEP. C'est-à-dire que le FONJEP, c'est une association qui est co-gérée entre l'État, les collectivités et les associations. Donc c'est aussi, au final, un espace de travail et un espace de confiance. Et pour pouvoir parler évaluation, c'est nécessaire que les parties prenantes soient dans un espace de confiance dans lequel elles puissent dialoguer en vue de remettre cette question de l'évaluation en délibération collective avec l'ensemble des parties prenantes du projet. Co-construire un objet à évaluer ou un processus dédié au service de la mise en lumière des perceptions et des intentions des parties prenantes. Il faut faire face à deux difficultés. La première, c'est des associations qui, pour la grande majorité d'entre elles, comme je le disais, vivent l'évaluation comme une injonction et comme une obligation, et qui, a priori, par défaut, risquent d'être en leur défaveur. Si on fait un parallèle, ça risque d'être plutôt un procès à charge, en gros, l'évaluation pour une association dans cette époque. Et de l'autre, il faut arriver à outiller les acteurs publics pour qu'ils puissent légitimement, et je pense qu'en tant que citoyens, on est tous extrêmement favorables à ça, contrôler l'usage des moyens publics qui sont confiés aux associations. Donc comment est-ce qu'on arrive à tenir les deux bouts, quoi ? Comment est-ce qu'on arrive à répondre finalement à ces deux enjeux ? Et donc, l'un des intérêts du FONJEP, c'est que ces acteurs, ils sont autour d'une même table. C'est-à-dire que si on travaille l'évaluation avec simplement des acteurs associatifs, on va être dans une évaluation soit très défensive, soit très... on va dire dans un rôle de plaidoyer, on va dire de pure valorisation des actions associatives. Et pas une évaluation peut-être nécessairement critique, qui doit aussi avoir une dimension stratégique, qui doit aider à un moment à infléchir les actions et le projet dans une espèce de logique d'amélioration continue. Si on travaille avec les acteurs publics, on va être uniquement dans le contrôle du bon usage des moyens, donc dans une évaluation qui va être, elle, très mesure de conformité qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire est-ce qu'on a bien employé les moyens, ce pourquoi ils étaient censés être attribués. Et je pense que la question finalement de mettre autour d'une même table le financeur et l'acteur associatif de jeunesse et d'éducation populaire, ça permet en tout cas de contribuer à lever ces deux difficultés-là et cette défiance, pour employer un mot un peu qui est sans doute trop fort, mais en tout cas, à minima, cette incompréhension qui peut exister entre les acteurs quant à l'usage de l'évaluation. GEPEVAL, ce sont aussi des acteurs associatifs et des pouvoirs publics accompagnés de chercheurs. Là, j'avoue avoir tout simplement copié ce qui avait été fait sur les travaux sur les modèles socio-économiques. Et j'aimais bien l'idée de chercheurs embarqués, en gros, qui soient en capacité d'être très directement sur le terrain et en faisant le pari, sans fausse modestie, que là aussi, ça pouvait contribuer à créer, en tout cas, à délimiter, à nourrir, à impulser un espace de recherche sur la question de l'évaluation dans le monde de la jeunesse et l'éducation populaire. Il ne s'agit pas de parler d'évaluation dans tous les univers. Moi, je fais le constat, en tout cas dans mon réseau, je pense, et dans d'autres, que c'est un peu comme en politique, les relations entre chercheurs et acteurs associatifs ont eu tendance à se distendre. Et je pense que dans un univers comme le nôtre aujourd'hui, on a besoin de resserrer les liens entre recherche et acteurs de la jeunesse et de l'éducation populaire. Donc tout ce qui va finalement favoriser à resserrer ces liens, à pouvoir repenser, parce que voilà, l'innovation, elle n'est pas de nulle part. Elle naît aussi de processus de recherche qui sont réinterrogés par des acteurs. Et on est dans un secteur où ce qui a quand même présidé à son émergence, c'est l'innovation pédagogique.
Donc, comment est-ce qu'aujourd'hui, ces enjeux d'articulation entre recherche et action dans le champ de la jeunesse et l'éducation populaire sont remis sur le métier pour favoriser aussi de l'innovation dans le champ de la jeunesse et l'éducation populaire? GEPEVAL, un dispositif de recherche participative d'une durée de 2 ans aux ambitions affirmées. Est-ce qu'avec nos modestes moyens, mais avec une volonté manifeste, nous sommes en capacité de contribuer à infléchir les modalités d'évaluation de l'action associative en France aujourd'hui? C'est-à-dire, comment est-ce qu'à partir de ça, on va pouvoir nourrir celles et ceux dont c'est le métier d'évaluer? Moi, je pense au corps d'inspection, je pense à la Cour des comptes, et qui souvent méconnaissent fortement l'action associative, parce qu'ils ont l'habitude de regarder, d'évaluer soit des politiques publiques et des acteurs publics, soit des entreprises privées, etc. Mais on n'a pas tellement ce champ associatif, et spécifiquement ce champ de la jeunesse et l'éducation populaire, il est assez méconnu et il ne rentre pas bien dans ces cases-là. Donc aujourd'hui, quand on voit bien, quand on rencontre des inspections, à un moment, ils ne sont pas très à l'aise avec ce que nous sommes. Et alors, une association comme le FONJEP, qui co-gérait entre l'État et les collectivités et le monde associatif, c'est extrêmement singulier. Mais est-ce qu'on est en capacité d'améliorer, finalement, l'outillage d'évaluation et les processus, surtout, de construction de cette évaluation dans ce pays demain? Alors à l'INJEP, on a travaillé doublement sur l'évaluation des associations. On a d'abord produit une revue de littérature sur l'évaluation des associations. Et puis on a aussi voulu, comme on le fait souvent, donner leur voix aux associations de terrain, aux acteurs et actrices de terrain, via les cahiers de l'action. Et on a produit aussi donc un numéro sur les processus d'évaluation des associations, prendre la mesure du travail collectif. Et on voit qu'on est quasiment déjà dans l'initiation de la démarche GEPEVAL. Augustin Vicard, directeur de l'INJEP. L'idée de ces travaux, c'est partir du ressenti des acteurs associatifs qui se rendaient compte depuis de nombreuses années que l'évaluation était de plus en plus présente, voire omniprésente, et qu'elle était souvent considérée comme étant assez frustrante de leur point de vue. Donc, nous, on a essayé d'explorer ça et de regarder comment s'était développée cette culture de l'évaluation du fait associatif et des actions associatives depuis les années 60-70 jusqu'à nos jours, avec plusieurs périodes, mais aussi d'essayer de comprendre pourquoi ça pouvait être frustrant. C'est là qu'on a voulu donner la parole aux associations. Et puis, ce dont on se rend compte aussi, c'est que c'est frustrant à la fois pour les associations, mais souvent, ça peut être aussi frustrant pour les financeurs. Et donc, finalement, on a une frustration partagée pour des raisons parfois assez différentes, mais qui fait que ça me semblait intéressant, la proposition du FONJEP, de travailler à faire collaborer ou faire discuter à la fois le financeur ou les financeurs et les associations pour essayer de voir si on ne pouvait pas modifier les critères d'évaluation ou les modalités d'évaluation. Revenons donc aux frustrations vécues par les parties prenantes. Alors, il y a plusieurs frustrations, plusieurs difficultés avec l'évaluation. La première, c'est que quand cette culture de l'évaluation a été mise en avant, notamment dans le cadre des finances publiques ou par les pouvoirs publics, l'idée était de faire de l'évaluation d'impact, donc d'être capable de mesurer, déterminer l'impact de telle ou telle association ou telle action associative. Sauf que ça, c'est très difficile. On n'y arrive pas la plupart du temps. On a du mal à se mettre d'accord sur les critères, mais au-delà de ça, c'est difficile de pouvoir isoler dans la complexité du réel l'impact d'une action en particulier. Et donc, il y avait une sorte de hiatus entre des financeurs qui parfois étaient dans l'attente de cette évaluation d'impact, des évaluateurs qui eux-mêmes ne savaient pas bien faire, et des associations qui trouvaient que c'était très réducteur de toute façon de réduire leur action à un impact très circonstancié. Donc ça, c'est un premier type, par exemple, de frustration. Moi, une frustration, une difficulté qui m'interroge aussi beaucoup, c'est l'aspect très chronophage de l'évaluation. On dit qu'il faut pouvoir évaluer, rendre compte, c'est normal, mais évaluer, parfois, on se lance dans des process qui sont très compliqués, complexes, chronophages et qui, au bout du compte, apportent pas forcément beaucoup de connaissances, ni pour le financeur, ni pour l'association. Donc ça, je pense qu'il faut vraiment être très attentif. L'évaluation des actions associatives de jeunesse et d'éducation populaire, un dispositif chronophage pour des acteurs engagés qui se connaissent peu. Alors, la première chose qu'on peut dire, c'est que pour pouvoir travailler sur le processus et co-construire, il faut déjà du temps. Du temps du côté des associations, du temps du côté des financeurs. Et c'est vrai que de temps en temps, c'est des choses qu'on voit aussi dans l'état de l'art,
au-delà de ce qui est prescrit en théorie, c'est-à-dire l'évaluation d'impact, parfois aléatoire, pour avoir un groupe témoin. Ça, c'est des choses qui sont prescrites, mais qui sont quasiment jamais observées. Ça existe de façon très, très mineure. Ce qui est mis en place, en réalité, c'est souvent des tableaux d'indicateurs. Vous faites votre convention pluriannuelle d'objectifs avec votre collectivité, l'État, etc. Et puis, vous avez des tableaux d'indicateurs. Or, les tableaux d'indicateurs bruts comme ça, il y a quelques échanges autour des tableaux d'indicateurs, mais souvent assez frustres. Et ça ne peut pas remplacer une interconnaissance entre le financeur et l'association. Donc, en réalité, si on veut faire une évaluation correcte, il faut se connaître. Il faut aussi être capable d'aller au conseil d'administration sur le terrain et comprendre ce qui est en train de se jouer. Donc, ça passe à la fois par des indicateurs qui sont importants, mais aussi par un dialogue et une connaissance. Et c'est vrai que beaucoup de financeurs, malheureusement, n'ont pas les moyens ou ne prennent pas ce temps. Et donc, on a parfois tendance à vouloir des indicateurs de plus en plus précis au détriment justement de ce temps qui serait un temps peut-être plus productif. L'évaluation ou des critères et des indicateurs à adapter pour le champ de l'éducation populaire. L'éducation populaire, l'éducation non formelle, complémentaire de l'éducation formelle, c'est-à-dire l'éducation pratiquée à l'école, au collège, au lycée, à l'université. Elle a une différence, c'est qu'elle n'a pas forcément de critères avec lesquels évaluer l'apport de connaissances. Quand vous apprenez un nouveau théorème en mathématiques, on contrôle que vous l'ayez bien assimilé. Ça, c'est ce qu'on appelle des référentiels de compétences et c'est très, très présent et de plus en plus, et l'évaluation d'ailleurs, elle est de plus en plus présente dans le domaine scolaire, éducation nationale. Et donc, on a tendance à vouloir appliquer le même genre de critères à l'éducation populaire. Or, l'éducation populaire, c'est expérientiel. Si on prend l'éducation populaire auprès des plus jeunes, notamment le départ en colonie de vacances, par exemple, on va avoir un départ, donc de l'autonomie. J'ai eu le courage d'aller en dehors de mon foyer, de passer du temps avec des animateurs que je connaissais pas, de me faire des souvenirs, de me faire des copains, donc de socialiser différemment. Mais tout ça, on voit bien que ça rentre très très mal dans un référentiel de compétences. Et donc, il y a aussi cette difficulté que moi j'observe depuis l'INJEP, c'est-à-dire de vouloir calquer des critères qui sont des critères qui ne sont pas forcément adaptés à ce que peut faire l'éducation populaire. Une fois que j'ai dit ça, j'ai parlé du problème, je n'ai pas la solution, parce qu'il faut quand même des critères pour pouvoir évaluer. Et quand on dépense de l'argent public, c'est bien naturel aussi de regarder ce qu'il en est et ce que ça permet de mettre en place. Moi, je pense qu'il y a un certain nombre de critères qui ne doivent pas être tant sur l'effet sur les jeunes que sur le public qui est mis en avant ou touché. Et notamment de ce point de vue-là, l'éducation populaire, elle n'a parfois de populaire que le nom, malheureusement. Donc l'éducation, elle est non formelle, mais elle n'est pas toujours populaire. Et elle ne touche pas toujours, et les colonies de vacances en sont un exemple, les jeunes de catégorie populaire et souvent pas dans les mêmes colonies que les autres. Et donc la mixité sociale, elle n'est pas très importante. Ça, pour moi, c'est des critères qui sont des critères quantitatifs, par exemple, mais qui peuvent être regardés et peut-être regardés de plus près et qui sont peut-être mieux à même de regarder l'importance ou l'efficacité de la dépense publique, par exemple. Est-ce qu'on va toucher des jeunes qui n'y seraient pas allés sans ça, sans notre soutien, sans notre argent, plutôt que de s'interroger sur ce qu'on développe en colonie de vacances comme compétence, qui, à mon avis, est assez insoluble. Et si on évaluait moins, mais mieux ? Il y a un certain nombre de problèmes qui sont partagés à la fois par les financeurs et les associations évaluées. Et un de ces problèmes, c'est l'aspect très chronophage d'une évaluation quand elle est conduite de façon approfondie. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'évaluation approfondie, qu'il ne faut pas faire appel, dans certains cas, à des cabinets d'évaluation notamment. Mais ce que ça veut dire, c'est que dans ces cas-là, il faut avoir en tête ce que ça peut changer ensuite en termes de logique d'action ou de décision. Et pas faire de l'évaluation pour cocher une case, parce que désormais, il faudrait pouvoir évaluer quoi qu'il en soit. Et donc, ce côté très chronophage, il fait que ça crée une frustration parce que ça prend du temps à tout le monde et pour autant, on n'arrive pas au résultat qui est souvent attendu par les financeurs, c'est est-ce que ça marche ? Quelle est l'évaluation de l'impact de l'action ? Et ça, c'est très difficile à mettre en place et on peut y passer beaucoup de temps sans avoir la réponse à cette question. Et puis, du côté des associations, il y a toujours cette frustration aussi que ce qui est évalué paraisse réducteur aux responsables associatifs parce qu'on va évaluer avec le petit bout de la lorgnette du point de vue du responsable associatif une partie de son action, mais pas l'ensemble de l'action et des impacts qu'ils peuvent avoir sur la société. Or, ça, il y aurait plusieurs façons d'aller à l'encontre de ces problèmes d'une certaine manière. Une solution qui serait de se dire, finalement, on évalue peut-être moins et pas systématiquement, et on le fait quand on a de bonnes raisons de vouloir modifier un dispositif, que ce soit du côté du financeur ou de l'association.
Je pense que souvent, c'est la bonne solution et il faut y réfléchir en ces termes-là, c'est-à-dire alléger la charge d'évaluation pour tout le monde. Et la deuxième solution, c'est de se dire, on va travailler de façon beaucoup plus approfondie pour réussir à tout regarder. Du point de vue du financeur, c'est souvent est-ce que ça marche, est-ce qu'on a atteint les bons publics. Du point de vue de l'association, c'est souvent est-ce que je réussis à valoriser l'ensemble de mon action. C'est-à-dire pas seulement l'impact sur tel jeune qui est venu me voir, mais aussi pourquoi pas sur ses frères et sœurs, sur ses parents, sur ce qui se passe en milieu hyper rural, sur le village, est-ce que ça a l'ouverture d'un tiers-lieu par exemple sur l'ensemble de ce qui se passe dans un village. Et donc ça, c'est hyper intéressant, mais c'est aussi très compliqué. Il ne faut pas non plus que ce soit trop chronophage, donc il faut toujours le faire avec une bonne raison, modifier l'action associative, modifier les décisions. Sinon, je pense qu'il vaut mieux alléger l'évaluation. Notre esprit partagé, c'est l'esprit de la coopération, de la co-construction. Dominique Garret, vice-président du collège associatif du FONGEP. Alors, ça pourrait être des mots et ça pourrait être des incantations. Je pense qu'on est plusieurs à être, quelle que soit notre appartenance et notre situation dans les dispositifs, à être exigeant là-dessus et à faire que ça ne soit pas que incantatoire et que ça soit confronté au réel à chaque fois. Et en particulier, dans la démarche de construction de ce qui est aujourd'hui le GEP-EVAL, l'échange, la compréhension mutuelle, le débat, tout cela se passe dans un contexte de discussion d'égal à égal. Un terme sur lequel je reviens peut-être trop souvent, mais qui pour moi est très très important, c'est la dimension de réciprocité. C'est de se dire que comme acteur, on est au service de la construction de pratiques d'éducation populaire et notre apport, il doit pouvoir se construire dans la réciprocité, c'est-à-dire dans une compréhension de ce que chacun peut apporter et dans le respect de ce que chacun peut apporter. Pensez autrement l'évaluation pour sortir de l'insécurité récurrente. L'évaluation, pour beaucoup d'associations, alors on pense tout de suite association, surtout quand on pense FONGEP à des têtes de réseau national, mais il n'y a pas que des têtes de réseau national. Il y a des centaines et des centaines d'associations locales qui sont des associations qui n'ont pas forcément toujours des très grandes équipes de professionnels. Et pour beaucoup d'associations, le temps de l'évaluation, ça peut être vécu comme un moment insécurisant. Parce que en pensant évaluation, en entendant évaluation, on pense tout de suite financement ultérieur. Qu'est-ce que ça va donner ? Qu'elles vont être les conséquences de ce que je m'en vais dire sur les éventuelles demandes de financement que j'ai pu faire. Et cette insécurisation, finalement, ça contribue à resserrer et à restreindre énormément ce qui devrait être le temps de vision partagée de ce temps d'évaluation. Alors, l'autre aspect, c'est que pour une association, chaque famille dans lesquelles on peut se situer, de famille associative, elle défendra ce qu'on va appeler, c'est un mot-clé très souvent dans l'éducation populaire, sa spécificité. On fait la même chose que les autres, mais quand même pas complètement. C'est un peu différent. On n'a pas la même histoire, etc. Voilà. Et effectivement, dans l'évaluation, il y a la question de quelle prise en compte il va y avoir de cette particularité de mon association et en particulier avec le projet global. Quand on évalue une action particulière, est-ce qu'on prend en compte le projet global qui est celui de l'association? Ou est-ce qu'on ne prend que ce qui est l'objet même de il y a telle demande et c'est ça qu'on va évaluer. L'évaluation, une dialectique entre le prescrit de l'action et son réel. Pour beaucoup d'associations avec des salariés, des professionnels et des bénévoles, ça va être de se dire, mais est-ce que mes interlocuteurs ou mon interlocuteur, selon la manière dont ça va se passer, c'est pas toujours là non plus très simple pour les services qui sont en charge de ça, est-ce qu'il y a une prise en compte des contraintes dans lesquelles l'action s'est déroulée? Entre le moment où une association a pu annoncer qu'elle allait engager telle action, soit parce que c'est dans son projet, c'est le projet qu'elle a déposé et globalement elle donne toute une série de pistes, ou alors parce que c'est une réponse à un appel à projet. Mais entre le moment où on a apporté une présentation et puis le moment où l'action elle va se mettre en place effectivement, il y a plusieurs aspects qui peuvent avoir changé. Et donc, est-ce que ça c'est pris en compte? Est-ce que
au titre des contraintes, le fait que l'association n'a peut-être pas, pour des raisons externes à cette action-là, exactement les mêmes moyens humains, les mêmes moyens parfois matériels. Il y a pu y avoir une obligation de libérer tel ou tel locaux ou de se déplacer dans le quartier ou sur le territoire. Comment ça va pouvoir être pris en compte et que ça ne sera pas à la défaveur? Que ce soit pris en compte, tant mieux, je pense que c'est effectivement. Mais la peur, là je dis pas que c'est comme ça que ça se passe, mais la crainte qu'il peut y avoir, c'est qu'on se dise, mais ça va venir en notre défaveur. Alors que parfois, c'est pas du tout à la défaveur de l'association. Au contraire, le fait que l'association sache ajuster, évoluer, adapter sa pratique à des éléments qui sont simplement ceux de la vie, ça montre finalement une solidité fondamentale, une capacité à être créative. Et pour moi, c'est un élément qui doit pouvoir faire partie d'une approche positive de l'évaluation. L'évaluation, c'est aussi des publics à impliquer. C'est quelle écoute y a-t-il des interactions qu'il y a pu y avoir avec la population avec laquelle l'action a été conduite. Les bénévoles qui vont être porteurs, ces bénévoles, ils vont pas forcément être ceux qui sont directement engagés dans la réalisation concrète de l'action. Je pense, c'est un exemple, mais qui peut être décliné pas mal. Quand on mène des actions autour d'éducation à l'image et où on va proposer des réalisations, du travail de réalisation avec des professionnels de la vidéo et tout ça, la plupart du temps, les personnes qui constituent l'équipe qui va être intéressée par cette action-là, c'est pas elles qui ont pensé au départ le projet. Et donc, je dirais, elles vont faire bouger les conditions mêmes de ce qui est, mais y compris en termes de conduite de la réalisation, mais y compris après, qu'est-ce qu'on va faire de l'objet qui aura été réalisé. Et il y a très souvent des choses qui n'ont pas été prévues dans le cadre même du projet, mais dont l'idée va surgir du travail avec les participants. Et c'est pas forcément ce qui avait été envisagé, ou en tout cas uniquement ce qui avait été envisagé au départ. Le dispositif de recherche participative GEP Ambition, un triptyque original. Alors, à partir de cet état d'esprit, de cette nécessité de dire on a des fondements co-construction, réciprocité, etc., il fallait que la méthode et l'organisation soient adaptées et permettent de mettre en évidence ces différents aspects. Et alors, il y a ce qu'on appelle dans les textes qui ont été rédigés un moment fondateur, quelque chose qui est la notion d'appariement. C'est-à-dire que pour l'évaluation, habituellement, il y a deux types d'acteurs. Il y a l'association qui propose l'action à évaluer ou ces actions à évaluer, et puis il y a l'évaluateur, ou en tout cas l'organisme qui est en charge d'évaluer. Là, on a un tiers, qui sera, puisque c'est le montage qui a été travaillé, qui est l'ensemble de chercheurs, le collectif de chercheurs, qui va effectivement travailler avec les deux autres pour pouvoir mettre en évidence les différentes dimensions de l'évaluation et les points de progrès possibles et quels sont peut-être parfois les points obscurs, les points aveugles. GEP Eval, c'est donc aussi une dynamique prometteuse. On a des acteurs qui sont les associations et les financeurs. Et en fait, chaque terrain, c'était un binôme où l'association et le financeur, qui était concerné par le type d'action à évaluer, a été ensuite proposé à un ensemble de collectifs de chercheurs. Et c'est comme cela que les appariements se sont faits après. Et donc, vous voyez que cette démarche-là suppose une approche rigoureuse qui n'a pas beaucoup de repères dans les années passées, quoi. On est avec une exigence particulière et on en attend effectivement des choses aussi particulières. Cette démarche GEP Eval qui s'engage dans une certaine durée, ça dure plusieurs mois, et là, c'est une aventure qui engage des trios, qui engage une forme de triptyque qui est complètement singulière. Acteurs associatifs, pouvoir public, chercheurs, quel gageur!
C'est le moment de notre interview. Rencontre avec Sandro De Gasparo, intervenant chercheur au sein du laboratoire Athémis, dont les travaux sur les modèles socio-économiques des associations de jeunesse et d'éducation populaire ont été à l'origine du projet de recherche participative GEP-EVAL. Bonjour Sandro. Bonjour Pascal. Bonjour Sandro, merci d'avoir répondu à notre invitation. Une invitation pour ce premier podcast intitulé « L'évaluation des actions associatives, jeunesse et éducation populaire, quel est le problème ?» Alors peut-être au regard de l'histoire d'Athémis, peut-être refaire un lien avec la problématique des modèles socio-économiques des associations. En quoi les modèles socio-économiques des associations sont-ils en lien de fait avec la question de l'évaluation ? Oui, merci Pascal pour cette invitation à participer à ce podcast. Alors, dans l'expérience précédente, nous sommes intervenus sur la problématique des modèles socio-économiques qui s'inscrit dans un contexte où le milieu associatif est caractérisé de manière globale par une baisse tendancielle des subventions et donc confronté à la nécessité d'une recomposition des modalités de financement de leur activité. Or, ce qu'on a constaté, c'est que souvent, le problème de la baisse des financements est traité d'un seul point de vue financier. Ce que nous, on soutient, c'est que la solution à un problème de financement ne vient pas d'une réflexion uniquement sur des enjeux de financement, mais demande à faire un détour, et c'est un peu ce qu'on a cherché à faire déjà dans la précédente recherche-action portée par le FONJEP, faire un détour par la question du modèle économique, c'est-à-dire la manière de reposer de manière plus fondamentale la question de la valeur, réinterroger quelle est la valeur qui est portée par l'action associative, réinterroger quelles sont les ressources productives pour tenir cette valeur, du côté des savoir-faire, du côté de la qualité des relations entre les salariés, les partenaires, les bénévoles, les questions d'organisation du travail, le rapport entre les différentes échelles avec une attention particulière à la dimension territoriale parce qu'on sait que l'action jeunesse éducation populaire s'inscrit toujours aussi dans un maillage territorial très important. Et donc on avait abouti à travers ces interrogations au fait que le modèle économique, trop souvent, est réduit aux seuls enjeux de financement. Et ensuite, on a aussi constaté que souvent, la question du modèle économique est aussi captée par les logiques des dispositifs d'évaluation. Et c'est à la suite de cette réflexion que nous avons conclu en proposant qu'il y avait là un rendez-vous important pour le réseau associatif autour de l'objet de l'évaluation comme condition aussi de reposer, de repenser la dynamique économique des activités associatives. Sandro, vous avez évoqué la notion de valeur. Il y aurait donc un enjeu de révélation de la création de valeur, voire peut-être aussi révélation de la destruction de valeur. Alors peut-être, effectivement, on peut revenir sur cette notion de révélation à laquelle nous tenons particulièrement et qui demande en fait de poser un regard qui s'appuie sur une notion importante dans les sciences humaines et sociales du travail, qui est la notion d'un écart entre le travail prescrit et le travail réel. Le travail prescrit renvoie à la manière dont on décrit, on définit les modalités de travail d'un point de vue un peu générique, par anticipation, c'est la manière dont on planifie, on conçoit les choses, on les budgétise, on les inscrit aussi dans des fiches de poste, dans des consignes. Voilà. Ça, c'est la partie un peu formelle, nécessaire absolument, mais qui ne relève en fait qu'une description un peu générique et a priori. Or, l'attention est portée dans la clinique du travail au travail réel. C'est-à-dire, on sait que en conditions réelles, ce que font les gens ne correspond jamais tout à fait que à cette description un peu générique. Parce que dans le réel, on est confronté à tout un tas d'événements, d'aléas, de sollicitations en fait qui sont inanticipables. Et donc c'est dans le réel où les choses s'accomplissent, avec cette volonté aussi généralement de bien faire son travail. Et donc il y a quelque chose qui se crée dans la situation réelle qui échappe à la description un peu formelle et générique. Et donc, cette notion de révélation, c'est un peu cette manière de construire une attention à ce qui se joue dans la situation réelle pour appréhender la dynamique économique, c'est-à-dire la manière dont des effets utiles se créent,
la manière où des ressources sont mobilisées, comment les compétences, comment les savoir-faire, comment la confiance avec les autres, comment tout un bagage lié à l'histoire aussi des relations. Et on sait que l'action éducative, associative, se déroule toujours sur un temps long. Voilà, comment toutes ces ressources aussi issues de l'histoire sont mobilisées dans l'action. Voilà, pour comprendre la dynamique économique, on a besoin de partir du réel. Nos travaux mettent en évidence deux orientations possibles pour penser l'action associative, soit en suivant ce qu'aujourd'hui on appelle une approche gestionnaire, et donc très attentif aux indicateurs, aux chiffres, au reporting, qui s'appuie et qui fait référence à ce que de manière plus conceptuelle on peut appeler un modèle industriel, en fait, qui est un héritage de la modernité industrielle, où les critères de la qualité sont standardisés, sont posés a priori, sont intégrés même dans le dispositif. Et donc, c'est essentiellement un pilotage des dépenses qui instruit le pilotage économique dans cette approche gestionnaire. Puisqu'une fois qu'on a réglé la question de la valeur et qu'on l'a intégré dans un cahier des charges, dans la réponse à un cahier des charges, dans un dispositif méthodologique, il n'y a plus qu'à piloter le déploiement de ce dispositif et on compte combien de choses on a faites, combien de participants, combien de bénéficiaires, combien de séances, voilà, et on regarde combien ça coûte et on pilote par la dépense. Or, cette approche ne répond pas aux spécificités de l'action éducative et ça pose aussi toute une série de problèmes très empiriques, de non-reconnaissance du travail réel. Ça crée de l'opacité, on ne comprend pas ce qui se passe dans la réalité et ça finit aussi par faire oublier quelles étaient les intentions de l'action. Donc à cette approche, nous on propose une autre approche qu'on appelle plutôt dialogique, qui elle fait référence à une perspective servicielle en économie, un modèle plus serviciel, au sens de la relation de service, et qui conçoit des critères de qualité qui ne sont pas stables, voire même qui ne sont pas stabilisables, qui ne sont pas anticipables, mais même qui sont évolutifs en fonction de l'action elle-même. Et donc l'action, ce n'est pas simplement la réalisation du plan conçu à l'avance, mais l'action, c'est l'occasion de rencontrer les demandes, les besoins, c'est aussi les avant-postes qui permettent de vérifier à quel problème, à quelle question l'action doit répondre. Et donc là, ça pose d'autres principes d'optimisation de l'organisation qui passent par la qualité de la relation, la confiance, la pertinence des actions, l'engagement des personnes, la légitimité reconnue des uns et des autres. Et le pilotage, du coup, doit réactiver cette perspective de la valeur, pas s'en tenir à une approche gestionnaire des dépenses, mais de reposer dans le pilotage de la dynamique économique la visée productive, parce que c'est ça qui redonne du sens. Donc c'est dans le sens de cette approche dialogique qu'on cherche à construire une approche évaluative qui soit plus cohérente avec les activités très relationnelles de l'éducation, de l'accompagnement social, et qui permette aussi de mieux outiller les acteurs associatifs comme des institutions publiques dans le pilotage de la dynamique économique. Sandro, toutes ces approches-là qui visent à peut-être reconsidérer l'intention qui est la nôtre lorsque l'on rentre dans un processus d'évaluation entre parties prenantes, associations et pouvoirs publics, posent aussi peut-être en sous-main ou dans l'ombre une autre question qui est la fonction de la valeur. Alors, effectivement, on a essayé de relier la question de l'évaluation aux trois grandes questions, en fait, qui se posent dans les sciences économiques relatives à la dynamique de la valeur. Et donc, en sciences économiques, on reconnaît que la question de la valeur se pose en termes de création. Comment se crée la valeur? En termes d'effets utiles, au regard des besoins, des aspirations de la société et des personnes. Comment cette valeur, une fois qu'elle est créée, comment elle circule? Comment elle se répartit entre différents acteurs? Et la troisième question, qui est celle de l'accumulation. Puisque tout n'étant pas consommé, il y a aussi un effet comme ça d'accumulation. Et c'est ce qui crée aussi un processus de développement où les savoirs font culture par un effet d'accumulation, où les dimensions plus monétaires permettent aussi de créer des capacités d'investissement dans le temps. Et donc, si l'évaluation est bien conçue comme un dispositif censé soutenir la dynamique économique d'une action, le pilotage d'une dynamique économique de l'action, alors on essaie de poser un peu les trois fonctions de l'évaluation en lien avec ces trois enjeux de la dynamique économique. Et donc se pose la manière dont l'évaluation facilite de soutien, en fait, cette manière de s'accorder sur ce qui a de la valeur, la cohérence entre l'action réalisée et les intentions qui étaient visées, comment on s'accorde
sur ce que c'est que la valeur et la manière dont l'action crée de la valeur. Se pose la question aussi, surtout dans des activités qui sont très en réseau, au niveau territorial, dans des rapports aussi entre échelles différentes. Comment ça circule ? Comment, en termes de ressources, des apprentissages à un endroit, ils permettent aussi de favoriser des actions à un autre endroit? Comment les effets utiles sur un acteur sont aussi médiés en fait par tout un jeu de dominos qu'on connaît en fait dans ces systèmes très en réseau. En fait, une action à un endroit permet aussi de créer des effets utiles à un autre endroit. Comment l'évaluation, par l'enjeu de la réflexivité, la prise de recul, le fait de se réinterroger, de conscientiser des choses, comment l'évaluation contribue aussi à des enjeux de développement, des projets, des compétences, des territoires d'action, du tissu social qui porte l'action à l'échelle des territoires. Donc, comment ça développe, en sachant que le contraire est aussi vrai, et c'est aussi ça qui nous préoccupe et qui nous inquiète, en tout cas auquel on est très attentif, c'est aussi les effets de destruction de la valeur, parce que une évaluation qui n'est pas faite d'une manière suffisamment pertinente peut aussi avoir des effets de désengagement, de démotivation, de mise en retrait, de turnover, d'incertitude par un manque de reconnaissance, un manque de compréhension. Et ça peut créer de la perte de sens, de la perte de l'histoire dans le temps, une perte de compétences, une insécurisation de l'action, là où justement les bénéficiaires ont plutôt besoin de quelque chose de cohérent et sécurisant. Ça, c'est ce qui nous amène aussi à poser un principe de non-neutralité de l'évaluation. L'évaluation n'est pas neutre, soit l'évaluation elle est pertinente au regard de l'action des personnes et de cette fonction aussi de prise de recul, d'interrogation nécessaire à la conduite d'une action, et alors elle participe à une dynamique de développement, de construction d'un accord sur la valeur. Mais si l'évaluation n'est pas pertinente, c'est pas juste qu'il ne se passe rien ou juste pas reconnu, mais le risque c'est que ça détruit de la valeur, ou en tout cas que ça la réduise. Sandro, il y a donc une nécessité, dites-nous, que l'évaluation soit intégrée dès la conception des actions associatives. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est un peu l'hypothèse de travail aussi sur laquelle on avance. C'est l'idée que l'évaluation ne vient pas uniquement en bout de course, on pourrait dire, pour regarder en arrière sur ce qui a été fait et porter un jugement et s'accorder. En réalité, le dispositif d'évaluation détermine l'organisation du travail via le modèle de la valeur qu'il véhicule. C'est-à-dire, soit on est dans un principe où la valeur est dans les choses, la valeur est dans le nombre d'ateliers qu'on anime et dans le nombre de bénéficiaires qu'on arrive à toucher, et la valeur, elle est là. Et alors, ça construit aussi une modalité de l'action et donc de l'organisation du travail qui va chercher à optimiser des volumes, quitte à aller là où c'est plus facile et donc de ne pas répondre aussi à d'autres enjeux qui sont aussi ceux d'aller un peu à la rencontre et aller chercher ce qu'on appelle les nouveaux publics. Alors que si on conçoit la valeur du côté de l'expérience, du côté de la relation, du côté de ce qui se construit en situation réelle entre les différents acteurs, professionnels, bénévoles, bénéficiaires, partenaires, alors le modèle de l'action est tout autre et a besoin plus de s'appuyer sur des dynamiques de coopération, de reconnaissance aussi du travail réel, de remontée d'informations, d'attention aussi à ce qui fait événement, parce que c'est par l'événement que se révèlent aussi les enjeux de valeur. Et ça porte aussi un autre modèle de rapports sociaux qui est plutôt celui du dialogue, de l'autonomie, de la co-construction. Derrière, ça construit aussi des formes de conventionnement très différentes. Et donc, c'est là où la question du modèle de la valeur et de l'action, qui sont souvent véhiculés de manière très implicite dans de l'outillage, dans des dispositifs, des indicateurs. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention à être un peu trop dans le pratico-pratique, quel nouveau critère, quel nouvel indicateur, parce que dans les dispositifs d'évaluation, il y a plein de choses un peu invisibles qui sont véhiculées, en fait. Sandro, qu'est-ce que ça vous évoque, la délibération, comme passage obligé pour une nouvelle culture, peut-être, de dialogue entre les acteurs concernant les processus d'évaluation des actions associatives? Alors, c'est effectivement un point essentiel et central, parce que c'est celui aussi qui permet de relier des formes de gouvernance plus démocratiques avec le modèle économique et la manière dont on pense
le rapport à la valeur et les conditions d'organisation du travail pour réaliser cette valeur. La valeur n'est pas dans les choses, mais elle est dans le jugement de valeur qu'on veut bien exercer de manière collective. Donc c'est là la question de la révélation plus la délibération. C'est sur la base de l'expérience, de l'action réalisée dans la rencontre avec un réel qui nous résiste, la rencontre avec d'autres, la rencontre avec aussi des opportunités d'action qu'on n'avait absolument pas anticipées. Et tous les jours, en fait, on essaie de se saisir en fait, de tous les micro-leviers que nous offre la vie, l'expérience sociale avec les autres. Comment nous arrivons à nous appuyer sur l'expérience réalisée, et notamment par ceux qui sont au front, par les professionnels, les bénévoles, les opérateurs sur le terrain, comment on arrive à s'appuyer sur cette expérience pour construire un jugement de valeur sur la base d'une meilleure compréhension de ce qui se passe. Et c'est là où c'est à la fois une approche économique renouvelée du pilotage d'une dynamique économique, mais ça rejoint aussi une approche politique qui cherche aussi à soutenir une vision démocratique, parce que à travers la révélation et la délibération, il s'agit aussi d'instruire une controverse informée par une meilleure compréhension de ce qui se passe dans la réalité, et donc en mesure aussi de réinterpeller, de réinterroger les finalités même de l'action. Évaluer, c'est donc nourrir la controverse, alimentation absolument nécessaire pour l'ensemble des parties prenantes. C'est donc une dimension politique, démocratique. Et puisque notre podcast, ce premier podcast de notre série s'intitule « C'est quoi le problème ?», alors si nous avions à résumer votre propos fort riche, fort éclairant, quel serait le principal problème que vous aimeriez nous indiquer ? Alors j'ai envie de répondre peut-être en posant un paradoxe. Le paradoxe auquel nous sommes arrivés, c'est qu'on a d'un côté des dispositifs d'évaluation formels, institués, qui prennent beaucoup de place, beaucoup de temps, mais qui à l'usage risquent de créer encore plus d'invisibilité sur ce qui se passe, jusqu'y compris à détruire de la valeur, en tout cas la réduire, à détruire de l'engagement, à réduire des savoirs, à réduire l'engagement dans des expériences, ne pas avoir des opportunités d'action. Donc des dispositifs formels censés aider à piloter, mais qui ont un effet inverse, alors que dans la réalité et dans le travail réel des acteurs associatifs comme de bon nombre de chargés de mission dans les institutions publiques, il y a tout un tas de pratiques évaluatives réellement déployées, par lesquelles les acteurs publics et associatifs cherchent à construire une relation de confiance, une capacité de pilotage conjoint dans la durée, en partageant des informations, en essayant de créer aussi les conditions de l'intelligibilité. Mais toutes ces pratiques évaluatives qui sont essentielles dans le portage réel des actions publiques en lien avec l'action associative, toutes ces pratiques ne sont pas reconnues, ne sont pas financées, voire même, in fine, sont considérées comme peu légitimes parce qu'on peut en dehors des clous, des tableaux, des espaces, des temps formels. Et c'est une question qui concerne aussi bien la responsabilité des acteurs publics dans le pilotage des politiques publiques et des finances publiques que les acteurs des structures associatives dans leur propre responsabilité de piloter des organisations complexes dans les territoires. Eh bien, merci beaucoup, Sandro, de tous ces propos de cet échange. Et puis, escomptons ensemble, et avec tous celles et ceux qui nous écoutent, eh bien, que ce paradoxe et tant d'autres encore seront éclairés et nourriront l'ensemble de notre écosystème. À très bientôt. Merci Pascal, et merci pour cet échange. Retrouvez les épisodes de notre série Évaluons pour évoluer ensemble sur www.fongep.org.